Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction. En compagnie de deux expertes du groupe Revue Fiduciaire, je vous propose de revenir aujourd'hui sur les nouvelles mesures de la loi de financement de la sécurité sociale avec Catherine Sebah, ainsi que sur les nouveautés apportées par la loi Travail dans le suivi médical des salariés depuis le 1er janvier 2017. Et sur ce point, je serai accompagnée par Frédéric Roseau. On ouvre sans plus attendre cette édition et j'invite Catherine Sebah, chef de rubrique en droit social, à me rejoindre sur le plateau. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 du 23 décembre 2016 contient des mesures ressources humaines et cotisations qui intéressent les entreprises. Nous allons entrer un peu plus dans le détail de ces mesures avec vous, Catherine. Alors côté RH, pour commencer, quelles sont les nouveautés pour les entreprises ? Alors du côté de la prévoyance complémentaire, d'abord on relèvera deux dispositions de la loi. L'une concerne le versement santé et l'autre les contrats responsables. Alors, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le versement santé ? Oui, bien sûr. Alors, depuis le 1er janvier 2016, tout salarié doit avoir une couverture minimale frais de santé. Mais pour certains salariés, ceux qui sont en CDD, ceux qui sont en contrat court, à temps partiel, la couverture minimale n'est pas toujours adaptée. Et l'employeur peut imposer qu'elle soit remplacée par le versement santé, qu'on appelle aussi parfois chèque santé. Alors pour faire simple, c'est une aide que l'employeur verse aux 10 salariés pour qu'ils puissent se financer une complémentaire santé qui est conforme au contrat responsable. Et les salariés doivent justifier de cette couverture pour bénéficier du chèque santé. Concrètement, qu'est-ce qu'a prévu la loi pour le dispositif du versement santé ? Alors la loi pérennise la possibilité pour l'employeur de mettre en place le versement santé par décision unilatérale. À l'origine, c'était prévu, mais l'option devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2016. La loi pérennise. Très bien. Et s'agissant des contrats responsables, qu'est-ce que prévoit la loi ? Alors, pour que l'employeur puisse bénéficier d'exonération pour le financement d'une complémentaire santé d'entreprise, celle-ci doit répondre aux exigences du contrat responsable. Eux-mêmes, ces contrats responsables exigent entre autres de respecter des conditions de prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins. Il n'y a pas de plafond si ces médecins adhèrent au dispositif que l'assurance maladie met en place pour les inciter à stabiliser leur taux de dépassement. Avant 2017, le mécanisme incitatif était le contrat d'accès aux soins. Et dans la dernière convention médicale qui s'applique depuis le 1er janvier 2017, ces dispositifs n'existent plus et sont remplacés par les dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée. Donc du coup, la loi de financement se met en adéquation avec cette convention médicale et les nouveaux contrats doivent respecter les nouveaux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée. D'accord, très bien. Alors toujours côté RH, est-ce qu'il y a du nouveau pour les arrêts de travail maladie ? Oui. La loi impose une nouvelle obligation pour les entreprises en cas de reprise anticipée d'un salarié en arrêt de travail. Dans quel but ? Lutter contre les indus versés par l'assurance maladie, je m'explique. En cas d'arrêt de travail, il arrive que le salarié revienne de manière anticipée. Mais si la sécurité sociale n'en a pas été informée, alors qu'il y a subrogation dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale, la reprise anticipée du travail conduit parfois au versement d'indus d'indemnités journalières à l'employeur. Et lorsqu'il n'y a pas de subrogation, c'est l'assuré social qui peut bénéficier d'un indu. Mais alors concrètement, que doit faire l'entreprise ou l'assuré ? Eh bien, en cas de reprise anticipée du travail, l'employeur subrogé dans les droits des salariés doit informer la caisse d'assurance maladie qui verse les indemnités journalières de cette reprise anticipée. Et s'il ne le fait pas, eh bien, l'employeur s'expose à une sanction financière s'il y a versement indu et à ce que la caisse primaire mette en œuvre à son encontre une procédure de récupération des indemnités journalières. Et si c'est l'assuré, de son côté, il doit aussi informer la caisse primaire de sa reprise anticipée du travail. D'accord, très bien. Donc merci pour ces informations côté RH. Vous souhaitiez également faire un tour d'horizon des mesures cotisation de la loi. Oui, parlons parti. Parlons assez des cotisations et d'abord pour ce qui concerne les indemnités versées à la rupture du contrat de travail. Vous visez, j'imagine, ceux que l'on appelle parfois les parachutes dorés. Exactement, ce sont ces indemnités de rupture du contrat qui sont d'un montant élevé, dit plafond de la sécurité sociale au moins, ce qui ne fait pas moins de 392 280 € en 2017.
Donc la loi rétablit le principe de leur assujettissement à cotisation dès le 1er euro. Je dis rétabli parce que c'était déjà prévu, mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait involontairement supprimé la mesure et la présente loi répare cette erreur. D'accord. Et la loi prévoit également des nouvelles règles paye pour 2018, c'est bien ça? Effectivement. Elle vise le fait générateur du versement des cotisations. Actuellement, c'est le versement des rémunérations par l'employeur qui détermine le fait générateur de son obligation de cotiser au régime général. Et ce n'est pas l'exercice de l'activité. Pour les périodes d'emploi qui vont courir à partir du 1er janvier 2018, la loi pose pour principe que le fait générateur des cotisations sera constitué par les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et non plus le paiement du salaire. Entre autres conséquences en paye, cela signifie que les dispositions qui seront applicables au calcul des cotisations, les taux de cotisation, le plafond, etc., seront celles en vigueur au cours de la période d'emploi et non lors du versement du salaire. Très bien. Parlons maintenant prescription des cotisations. Que prévoit la loi en la matière? La loi se veut plus lisible. Donc elle réécrit le mode de calcul du délai de prescription, le fameux délai dit de reprise. Mais en fait, ça ne change rien dans les faits. Donc jusqu'à présent, on partait de la mise en demeure et on remontait à l'année N-3, N-2, N-1 précédant la mise en demeure et l'année en cours. Maintenant, on décompte depuis le moment où les cotisations sont dues, c'est-à-dire 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Bon, la véritable nouveauté, c'est que ce délai s'applique aussi maintenant aux majorations et pénalités de retard, tandis qu'avant, les majorations et pénalités de retard relevaient d'un délai spécifique de 2 ans. Donc, c'est donc moins favorable à l'employeur. Et puis enfin, et peut-être même surtout, la loi prévoit qu'en cas de contrôle URSSAF, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire, c'est-à-dire la période qui s'ouvre au moment de l'envoi par l'URSSAF de la lettre d'observation et qui dure au moins 30 jours, le temps laissé à l'employeur pour répondre aux observations de l'agent de contrôle. Une précision, ce délai de 3 ans, c'est 3 ans, c'est bien évidemment en dehors du contrôle dissimulé. À ce moment-là, c'est 5 ans, rien n'a changé. D'accord. Alors, Catherine, on parle beaucoup de prélèvement à la source en ce moment. Que devient le prélèvement pour ce qu'on appelle les caisses de congés intempéries et qui était prévu pour 2018 ? Alors oui, évidemment, ce n'est pas du tout le même prélèvement à la source. C'est celui qui s'applique dans des secteurs particuliers, en particulier le secteur des BTP. Donc les caisses de congés payés assurent le versement des indemnités de congés payés aux salariés des entreprises adhérentes et le paiement des cotisations sociales afférentes. Il était prévu que le 1er avril 2018 au plus tard, les employeurs prélèveraient à la source, c'est-à-dire qu'ils devraient s'acquitter eux-mêmes directement auprès des URSSAF, des cotisations de sécurité sociale, de la contribution solidarité autonomie, la CSG, la CRDS, dues au titre des indemnités de congés payés. Jusque-là, donc jusqu'à ce 1er avril 2018, les caisses de congés payés restent chargées de s'acquitter des dites cotisations. Au final, la situation actuelle est pérennisée, donc il n'y aura pas de prélèvement à la source pour le 1er avril 2018 pour ces cotisations. Petite précision. Pour le FNAL et le versement de transport, rien ne change. Toujours à l'employeur de s'en acquitter. Et puis, depuis la loi de création du 7 juillet 2016, de cet été, le prélèvement à la source qui était prévu pour les invités, pour les intermittents du spectacle, a déjà été abandonné. D'accord, très bien. En matière d'exonération de cotisation, la loi n'a rien prévu cette année ? Si, mais c'est peut-être moins spectaculaire que pour les années précédentes. Alors, d'une part, elle recentre l'exonération ACRE, aide à la création d'entreprises, sur les revenus et rémunérations inférieures au plafond de la sécurité sociale. Donc, pour les créations et reprises d'entreprises, oui, c'est bien ça, mais c'est beaucoup de prises qui sont intervenues depuis le 1er janvier 2017. L'exonération des cotisations de sécurité sociale, sauf la cotisation accident du travail, est recentrée sur les rémunérations inférieures au plafond. Elle est donc totale si le revenu ou la rémunération est inférieure ou égale à 75% du plafond de la sécurité sociale, ce qui nous fait 29 421 € en 2017.
Elle est dégressive au-delà de ce seuil et s'annule au niveau du plafond, donc 39 228 €. D'autre part, elle réserve aux seuls arbitres et juges sportifs non titulaires d'un contrat de travail l'exonération de cotisation qui peut s'appliquer pour eux. Donc c'est autour de 14,50 % du plafond de la sécurité sociale. Elle le réserve parce qu'une proposition de loi est actuellement en train d'être votée et ouvrirait le droit pour ces arbitres et juges d'être titulaires d'un contrat de travail, un CDD spécifique. Donc du coup, la loi recentre pour les amateurs. Et pour finir, une petite invitation au voyage jusqu'à Saint-Barthélemy. Ouh. La loi répare une erreur matérielle encore pour rendre vraiment opérationnel le dispositif spécifique d'exonération de cotisation renforcée qui devait s'appliquer là-bas dès l'an passé. Mais il est exigé, entre autres conditions, que l'entreprise soit soumise de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de ses bénéfices et il n'existe pas d'impôt sur les sociétés à Saint-Barthélemy. Donc du coup, la loi cette année explique que, mis à part à Saint-Barthélemy, il faut donc ce régime réel d'imposition, sauf là-bas. Voilà. Très bien, merci beaucoup Catherine. Merci. Et j'espère à bientôt. À bientôt. La loi travail a réformé le suivi médical des salariés, qu'il s'agisse des visites médicales liées à l'embauche, du suivi régulier des salariés et de la reconnaissance de l'inaptitude. Après la parution du décret d'application, cette réforme est effective depuis le 1er janvier 2017. Nous accueillons maintenant Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la RF Sociale, pour nous en parler. Bonjour Frédérique. Bonjour Marianne. Les nouvelles règles applicables depuis le 1er janvier 2017 sont nombreuses. Je vous propose de commencer par la visite à l'embauche du salarié. Effectivement, depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale d'embauche, qui avait lieu avant l'embauche ou plus tard avant la fin de la période d'essai du salarié, est remplacée par une visite d'information et de prévention du salarié. Cette visite doit désormais se dérouler dans les 3 mois de la prise de poste. Elle se passe auprès du médecin du travail ou auprès d'un des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui est sous la responsabilité du médecin du travail. Autre point important à souligner, cette visite n'est plus là pour vérifier l'aptitude du salarié, c'est un point très important. Ce qui fait qu'à la fin de la visite, le professionnel de santé va ouvrir un dossier médical en santé au travail et va délivrer au salarié et à l'employeur une attestation. Alors pour cette visite qui concerne les salariés qui sont sans suivi particulier, est-ce qu'il y a néanmoins des précautions particulières à prendre ? Tout à fait, il y a quelques précautions particulières à prendre. Alors, la première précaution, c'est pour les apprentis qui, eux, vont passer cette visite dans les 2 mois de la prise effective de leur poste. Et puis, il y a des salariés qui vont passer cette visite avant d'être affectés à leur poste. C'est le cas notamment pour les travailleurs de nuit et pour les jeunes de moins de 18 ans. Alors, la réglementation prévoit l'aiguillage du salarié vers une seconde visite dans des cas spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, et lorsque la visite s'est déroulée avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire, celui-ci peut orienter sans délai le salarié vers le médecin du travail. Ce dernier va alors effectuer une nouvelle visite qui a notamment pour objet de proposer, quand c'est nécessaire, des adaptations du poste ou l'affectation à un autre poste pour le salarié. Il va aussi y avoir un suivi particulier pour les travailleurs handicapés et ceux qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité, puisqu'ils doivent également être orientés sans délai vers le médecin du travail. Et puis enfin, pour la femme enceinte venant d'accoucher ou allaitante, elle pourra aussi, à l'issue de cette visite d'information et de prévention, ou alors à tout autre moment d'ailleurs si elle le désire, demander à être orientée sans délai vers le médecin du travail. Très bien. Il y a également des hypothèses où l'employeur n'aura pas organisé cette visite d'information et de prévention. Oui, on est dans la même logique que ce qu'il y avait avant la loi travail, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de dispense de visite à l'embauche, donc là des dispenses de visite d'information et de prévention, dans des conditions bien précises. Il faut que le salarié ait déjà bénéficié d'une telle visite dans les 5 années précédentes, mais encore que le salarié occupe un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents, que le professionnel de santé dispose de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude, et puis également qu'aucune mesure individuelle liée au poste ou au temps de travail ou aucun avis d'inaptitude n'ait été émis au cours des 5 dernières années. Ces dérogations sont différentes pour les salariés qui relèvent d'un suivi médical adapté, je suppose ? Effectivement, il existe des modalités de suivi particulières pour les salariés dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou alors les risques auxquels ils sont exposés nécessitent ce qu'on appelle un suivi adapté.
Alors, on va ici trouver notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit et aussi ceux qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité. Les conditions de la dispense de visite sont exactement les mêmes que celles que j'ai énumérées, mais à chaque fois que j'avais parlé d'un délai de 5 ans, il faut y substituer un délai de 3 ans. Alors, qu'en est-il, Frédéric, pour les salariés qui sont sur des postes à risque? Alors là, c'est encore une autre catégorie. Il y a effectivement des salariés qui occupent des postes à risque et eux, ils bénéficient de ce qu'on appelle un suivi médical renforcé. Pour eux, il n'y a pas du tout de visite d'information de prévention. On se retrouve avec un examen médical d'aptitude qui est obligatoirement réalisé par le médecin du travail avant l'embauche. Cet examen donne lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'un avis d'inaptitude qui va être transmis au salarié et à l'employeur et va être bien sûr versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé. Si le salarié a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les 2 années précédant son embauche, un nouvel examen n'est pas nécessaire, toujours les mêmes conditions que celles qu'on a énumérées tout à l'heure, mais là le délai n'est plus de 5 ans, mais c'est un délai de 2 ans. Très bien. Alors, une fois passée cette première étape de la visite d'information ou de l'examen médical d'embauche, à quel suivi médical l'employeur est-il tenu? Là aussi, il y a de profonds changements puisque dans le cas général, le salarié va bénéficier d'un renouvellement de sa visite, donc d'information et de prévention initiale. Mais là, la périodicité va varier avec les salariés puisque pour chaque salarié, le médecin du travail, dans le cadre d'un protocole, va fixer la périodicité. Celle-ci est déterminée en fonction des conditions de travail, de l'âge, de l'état de santé du salarié et là encore des risques auxquels il est exposé. Mais cette périodicité ne pourra pas excéder 5 ans. Ce qui veut dire que la visite systématique de 2 ans à laquelle on est habitué, il faut complètement la rayer de notre mémoire. Très bien. Alors, pour les salariés travaillant sur des postes à risque, j'imagine qu'il y a un suivi renforcé. Quelles en sont les modalités? Alors, pour les travailleurs qui sont sur des postes à risque, le renouvellement de l'examen médical d'aptitude se déroule selon une périodicité déterminée par le médecin du travail sans qu'elle puisse excéder 4 ans. Et puis, il va y avoir pour eux une visite intermédiaire qui doit obligatoirement avoir lieu auprès d'un professionnel de santé au plus tard 2 ans après l'examen médical. Mais ce que je n'ai pas évoqué, ce sont les salariés avec un suivi médical adapté. Pour eux, le médecin du travail a fixé là aussi une périodicité périodique, mais qui ne pourra pas excéder 3 ans. Merci Frédéric. Nous allons maintenant aborder un autre point du suivi médical, point sensible tant pour le salarié que pour l'employeur, l'inaptitude du salarié. Alors là encore, on peut parler d'une réforme de la loi travail dont les nouvelles règles s'appliquent depuis le 1er janvier 2017. Oui, c'est tout à fait ça. Donc tout suivi médical change au 1er janvier 2017 et notamment l'inaptitude. Alors la loi travail a profondément réformé le régime de l'inaptitude, notamment en rapprochant les procédures d'origine professionnelles, c'est-à-dire celles qui sont liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et les procédures d'inaptitude d'origine non professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est sensiblement allégée, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est côté employeur, il reste toujours tenu de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte, sauf dérogation spécifique. Le médecin du travail est toujours le seul compétent pour déclarer un salarié inapte. Il semble qu'une visite unique ait remplacé l'exigence de 2 visites avant de rendre l'avis d'inaptitude. La reconnaissance de l'inaptitude du salarié suppose que le médecin du travail ait au préalable procédé ou fait procéder à une étude de poste, réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée. Il faut également qu'il ait réalisé au moins un examen médical du salarié et échangé avec lui. Il faut aussi qu'il ait échangé par tout moyen avec l'employeur. Et puis enfin, il faut que le médecin du travail ait constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste. La procédure est identique qu'on soit face à un contrat à durée indéterminée ou un salarié en contrat à durée déterminée. Et comme vous l'avez effectivement dit, depuis le 1er janvier 2017, le constat de l'inaptitude nécessite un seul examen médical du salarié. Cela étant, le médecin du travail peut décider qu'un second examen est nécessaire pour rassembler des éléments qui vont lui permettre de motiver sa décision. Et dans ce cas-là, ce deuxième examen doit avoir lieu dans un délai de 15 jours après le premier examen. Et puis en tout état de cause, le premier examen peut être complété par des examens complémentaires qui va permettre un échange entre le salarié et le médecin du travail sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou sur la nécessité de proposer un changement de poste de travail au salarié. La loi travail a posé un cadre bien précis pour l'avis d'inaptitude. Oui, le médecin du travail doit donc obligatoirement, et ça c'est la nouveauté, éclairer son avis d'inaptitude par des conclusions assorties d'indications quant au reclassement du salarié.
Alors, cette obligation de conclusion écrite assortie d'indications est là en principe pour faciliter la tâche de l'employeur dans sa recherche de reclassement, c'est-à-dire que l'employeur ne devrait plus se retrouver face à un avis d'inaptitude sans commentaire. L'employeur va d'ailleurs être tenu de prendre en compte les avis, les propositions, les conclusions écrites et indications du médecin du travail. S'il refuse d'y donner suite, il faut qu'il communique ses raisons au médecin du travail, mais aussi aux salariés, et ce, par écrit. Le médecin du travail transmet l'avis d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen donnant une date certaine à cette information. Mais la procédure comporte aussi des échanges obligatoires. Effectivement, la loi impose au médecin du travail de recevoir le salarié pour échanger avec lui sur l'avis d'inaptitude, les indications et propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Il doit, par ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, échanger par tout moyen aussi avec l'employeur. Et par ailleurs, le médecin peut proposer à l'employeur l'appui d'une équipe pluridisciplinaire du service de santé ou d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi pour mettre en œuvre ses préconisations. Les échanges du médecin du travail avec l'employeur et le salarié permettent à ces derniers de faire valoir leurs avis, leurs observations par rapport aux propositions que le médecin du travail entend envoyer. Et on notera que désormais, si on veut contester cet avis d'inaptitude, ou alors les propositions, conclusions écrites et indications du médecin du travail, il va falloir s'adresser au conseil de prud'homme et non plus à l'inspecteur du travail comme c'était le cas jusqu'alors. L'employeur doit, sauf dérogation expresse, toujours chercher à reclasser un salarié inapte. La loi travail a-t-elle également réformé les règles en matière de reclassement du salarié ? Alors, un peu, mais pas tant que ça. Ce qu'on va retenir, c'est que le principe, c'est que l'employeur reste tenu de chercher à reclasser un salarié reconnu inapte par le médecin du travail, quelle que soit l'ampleur de l'inaptitude, la taille de l'entreprise, voire les complexités des préconisations du médecin du travail. En revanche, ce qui bouge, c'est que par exception, il n'y a pas de recherche de poste lorsque le médecin du travail a explicitement mentionné dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé, ou alors, ça c'est la nouveauté depuis le 1er janvier 2017, que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette dérogation concerne les inaptitudes d'origine professionnelle ou, depuis le 1er janvier 2017, non professionnelle. Très bien. Les modalités de la recherche d'un reclassement perdurent donc, mais quand l'employeur est-il considéré comme ayant rempli l'obligation mise à sa charge ? Alors, ce que nous disent les textes, c'est que l'employeur est réputé avoir satisfait son obligation de reclassement lorsqu'il a proposé, après avoir pris l'avis des délégués du personnel, un emploi prenant en compte les propositions écrites et indications du médecin du travail. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que selon les situations, par exemple la taille de l'entreprise, un emploi peut correspondre à plusieurs postes. Alors, vous parlez de consulter les délégués du personnel, ça consiste en quoi exactement ? Alors, il y a une obligation pour l'employeur, lorsqu'un salarié est déclaré inapte, de consulter les délégués du personnel sur les postes de reclassement qu'il envisage de proposer aux salariés. Ce qui est nouveau depuis le 1er janvier 2017, c'est que cette consultation s'impose non seulement quand l'obligation est d'origine professionnelle, ce qui existait déjà, mais maintenant aussi lorsqu'elle est d'origine non professionnelle. Et en pratique, la consultation intervient obligatoirement avant de faire les propositions aux salariés. Très bien. Il y a une autre particularité récente, mais qui n'est pas liée à la loi travail, que vous avez souhaité mentionner, Frédéric ? Oui, alors effectivement, ce n'est pas lié à la loi travail, mais c'est quand même un point très important et très intéressant pour l'employeur. Il arrive que le salarié refuse une ou plusieurs offres de postes de reclassement, et l'employeur doit continuer ses recherches, bien sûr, s'il y a des possibilités dans l'entreprise. Ce que les juges ont précisé en novembre 2016, c'est que l'employeur peut alors tenir compte de la position qui a été prise par le salarié inapte au sujet des reclassements à lui proposer, et donc prendre en compte les critères ou les limites, par exemple géographiques, qui seraient posées par le salarié pour définir le périmètre de recherche du reclassement. Alors attention, l'employeur n'est pas tenu de prendre en compte les critères du salarié. Il le fait ou ne le fait pas, c'est à son choix. Mais cela étant, dans les arrêts du 23 novembre, la Cour de cassation s'est prononcée dans deux hypothèses où l'employeur avait pris en compte les conditions posées par le salarié, mais il avait déjà proposé des postes aux salariés qui avaient refusé, qui avaient posé des critères. Et donc ces critères avaient été pris en compte pour une recherche de second poste. On ne sait pas aujourd'hui si, au tout début de la procédure, l'employeur pourrait demander ces critères aux salariés et s'en tenir à ces critères pour mener sa recherche de reclassement. Mais alors imaginons que l'employeur ne trouve pas de poste à proposer aux salariés inaptes, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça peut tout à fait se produire. Dans ce cas-là, s'il est dans l'impossibilité de proposer un poste aux salariés, il doit l'informer par écrit des motifs qui s'opposent à son reclassement. Et la loi travail a étendu cette règle à l'inaptitude non professionnelle depuis le 1er janvier 2017. La loi travail n'a donc pas modifié l'issue d'une procédure de reclassement.
Alors malheureusement non, donc effectivement, première hypothèse, on va dire la plus favorable, le salarié se voit proposer un poste qui est conforme aux préconisations du médecin du travail, il l'accepte, il est reclassé, la relation de travail se poursuit. Autre hypothèse, il va être licencié parce qu'après la recherche d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, soit l'employeur n'a pas trouvé de poste, soit il en a trouvé, il les a proposés là où il les a proposés aux salariés, qu'il les refuse. Mais dans ces deux hypothèses, l'employeur doit pouvoir prouver, justifier son impossibilité de proposer un emploi ou alors le refus par le salarié des postes qui sont proposés. Dernière solution, le médecin du travail a mentionné, on l'a dit tout à l'heure, dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé ou alors que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans ce cas-là, on ne recherche même pas de reclassement, on passe directement à la phase licenciement. On notera, et c'est ce que je vais dire pour finir, que là on était dans le cadre, donc on avait dit CDI, CDD, c'est la même chose, oui, sauf que lorsqu'on est dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, l'inaptitude est un motif de rupture anticipée du CDD, lorsque le reclassement est impossible ou lorsque le salarié le refuse. C'est-à-dire que le contrat va bien être rompu, mais dans un cadre spécifique qui n'est pas celui du licenciement. Nous avons donc fait le tour des changements que la loi travail a apportés au suivi médical du salarié, notamment en matière d'inaptitude, et pour lesquels, Frédéric, vous avez juste mis l'accent sur les nouveautés. Je vous remercie. Vous pouvez bien évidemment retrouver tout le détail de ces informations dans le feuillet hebdomadaire et dans le RF Social. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention et à bientôt.